Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 8 juillet 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à m'excuser pour n'avoir pas fait de briefing des marchés hier. Effectivement, j'ai eu un imprévu de dernière minute et donc j'étais dans l'incapacité d'animer cette émission. Donc veuillez m'excuser par avance. Alors, aujourd'hui, dernière séance de la semaine avec un catalyseur clé à surveiller quand même, le fameux NFP aux États-Unis, à savoir le rapport sur l'emploi américain, qui sera donc publié cet après-midi à 14h30. Globalement, une semaine plutôt bonne, je dirais, sur les marchés, dans le sens où on va terminer dans le vert. On a assisté à un début de rebond, que ce soit en Europe, certes un peu fébrile, mais un rebond assez solide aux États-Unis, notamment sur les indices américains, mais notamment sur le Nasdaq, qui était l'indice le plus fort cette semaine. Donc très clairement, hier, on a toujours des investisseurs qui ont réagi, je dirais, positivement aux commentaires des responsables de la Fed, lesquels suggèrent que les hausses de taux agressives de la Banque centrale américaine pourraient être atténuées en cas d'impact sur la croissance économique. Ça, forcément, ce sont des hausses de taux provisoires. Reste à savoir jusqu'où la Fed est prête à aller. Mais à mon avis, comme je vous le disais, le but c'est d'éviter une récession profonde. Récession certes, mais si possible récessionnette et pas récession douloureuse pour les ménages et pour les marchés financiers. Donc là maintenant, à l'issue du compte-rendu de la réunion de la Fed pour le mois de juin, les responsables ont admis quand même que le risque que les hausses de taux affectent plus qu'attendu la croissance économique, estimant justement qu'une hausse de 50 ou 75 points de base ce mois-ci devrait être appropriée, mais pourrait commencer en tout cas à lever le pied pour les prochains mois. Éviter, comme le disait Jerome Powell, éviter que 75 points de base deviennent la norme, car si ça devient la norme, effectivement, euh, l'hypothèse d'une récession profonde et douloureuse va se renforcer derrière. On a justement eu quand même Christopher Waller, le gouverneur de l'institution, qui a déclaré que la crainte d'une récession lui semblait exagérée et il a plaidé pour une hausse de taux de 50 points de base seulement en septembre. Bon, dire qu'une récession est exagérée, je ne pense pas. Actuellement, le Forex, le marché d'échange, le marché des matières premières, les indices, les Fed Funds, bref, beaucoup d'opérateurs price une récession, sauf les membres de la Fed. Donc forcément, euh, ils ne veulent pas non plus, je dirais, s'avouer vaincus tout de suite, auquel cas ça pourrait causer quelques dégâts, mais on parle que de ça actuellement et l'ensemble des marchés price une récession. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quelle va être la violence de cette récession. Euh, comme on le sait, hein, 2 trimestres consécutifs, c'est récession. Après, est-ce qu'on va avoir une récession qui va durer plusieurs trimestres ou la Fed va faire marche arrière, contrôler l'inflation, entrer en récession, puis sortir assez rapidement, sortir par le haut et faire partir l'économie en relançant le QE. Ça, c'est une stratégie envisageable, en tout cas c'est ce que souhaiterait faire la Fed. Quant à James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, il a estimé aussi que l'économie américaine avait une bonne chance de réussir un atterrissage en douceur. Donc quand même des membres de la Fed qui se montrent toujours optimistes, mais c'est un exercice très difficile. On va pas se mentir, faut pas avoir des œillères. On a une conjoncture économique qui se dégrade, des perspectives qui sont pas bonnes, potentiellement des révisions à la baisse sur les bénéfices des sociétés. Donc l'atterrissage en douceur est possible, certes, mais selon moi, ça reste extrêmement difficile. En tout cas, atterrissage en douceur sans provoquer de récession, pour moi, ce n'est pas envisageable. On aura, à mon avis, une récession. Maintenant, c'est le degré de cette récession qu'il va falloir contrôler. Concernant l'Europe, ce matin, légère baisse en début de séance avant la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et après, on a appris ce matin justement le décès de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe
après une attaque par balle, ce qui renforce un peu le réflexe de prudence qu'on a pu avoir sur les marchés asiatiques. Maintenant, la séance sera animée principalement, comme je vous le disais, par le rapport mensuel du département du travail américain qui devrait donner aux investisseurs de nouveaux éléments d'appréciation de l'évolution de la conjoncture. Donc actuellement, le consensus table quand même sur un ralentissement des créations d'emplois en juin, à 268 000 après 390 000 en première estimation un mois plus tôt, mais sur quand même une stabilité du taux de chômage à 3,6%. Maintenant, des créations d'emplois plus importantes conforteraient les anticipations d'une attitude encore plus offensive de la Fed en matière de politique monétaire. Et donc, forcément, des hausses de taux. Actuellement, le marché price quand même 75 points de base pour le mois de juillet. La grande question, c'est de savoir au mois de septembre comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir aussi 75 points de base ou pas? Ou est-ce qu'on va commencer à lever le pied? Là encore, tout dépendra des chiffres sur l'emploi et de la trajectoire de l'inflation d'ici le mois de septembre. Si effectivement on a un fort recul de l'inflation, la Fed, à mon avis, commencera à lever le pied. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Côté macro, comme je vous disais en introduction ce matin, on a quand même eu une semaine, je dirais, plutôt correcte. On est quand même dans un marché baissier, mais on a eu un beau rebond, notamment sur les indices américains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premières semaines de juillet, depuis 1930, eh bien, ce sont les 2 meilleures semaines de l'année pour le S&P 500. Donc si vous regardez le Nasdaq, effectivement, on a une belle hausse, le Dow Jones aussi, ça a été quand même plus compliqué en Europe, très clairement. Mais voilà, si vous étiez acheteur, le Dow Jones et le Nasdaq, c'était les indices sur lesquels il fallait se positionner. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de passer la première semaine et que ce sont les 2 premières semaines, les meilleures semaines de l'année. Donc on pourrait poursuivre ce rebond la semaine prochaine, bien évidemment. Pour moi, pour l'instant, on a eu un excès de peur en début de semaine sur les marchés européens. Ça s'est repris finalement derrière. On pourrait prolonger le rebond. Pareil sur les marchés américains. Donc, je suis optimiste, je dirais, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et après, je deviendrai plus prudent étant donné qu'on aura le début de la saison des résultats. Et là, on peut avoir des mauvaises surprises, notamment sur les techs, mais aussi ailleurs, avec des profit warnings ou des révisions à la baisse. Donc pour l'instant, rebond en place, il tient, ça pourrait se prolonger selon les statistiques jusqu'à la semaine prochaine, et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il faudra de nouveau se montrer prudent, car on reste dans un marché baissier et on aura la publication des résultats. Et là, c'est le catalyseur du mois de juillet, avec bien évidemment la réunion de la BCE et de la Fed le 21 juillet et le 27 juillet. Donc la deuxième quinzaine de juillet, grosse semaine, deuxième quinzaine assez chargée d'un point de vue macro et micro avec BCE, Fed, réunion et résultats des sociétés. Là, à mon avis, on aura de la volatilité et tout est possible. On peut très bien repartir à la baisse et déclencher une nouvelle jambe de baisse. Ici, justement, c'est l'indice Nasdaq qui, pour moi, est un trompe-l'œil puisque l'indice perd 30%. Mais si on décortique l'indice correctement, on se rend compte finalement que plus de 50% des actions du Nasdaq sont en baisse de 50% ou plus par rapport à leur plus haut historique. Pour rappel, l'indice Nasdaq est soutenu essentiellement par Apple, Microsoft et Alphabet. On peut aussi mettre Amazon, mais Amazon perd quand même 40% depuis le début de l'année. Apple et Microsoft, je crois qu'elles perdent peut-être entre 24 et 28%. Et après, c'est sûr que si on prend Nvidia, Netflix, Facebook, oui, là on perd plus de 50%. Mais Microsoft et Apple, avec aussi Alphabet, donc Google, sont vraiment les pondérations les plus importantes au sein du Nasdaq. Donc ce qui explique en quelque sorte pourquoi le Nasdaq ne perd que finalement 30% quand on a des valeurs au sein du Nasdaq qui perdent 50%, enfin plus de 50% des actions du Nasdaq sont en baisse de plus de 50% et on a quand même certaines valeurs qui perdent entre 70 et 80% depuis les plus hauts historiques. Les Shopify, les PayPal, toutes ces valeurs-là qui se sont fait totalement dégommer. Donc effectivement, si le rebond est amené à se poursuivre, comme c'est le cas actuellement, la semaine prochaine,
il y a peut-être un rattrapage à effectuer sur certaines valeurs du Nasdaq d'un point de vue trading qui ont été survendues. Parallèlement, on a des rendements obligataires qui ont commencé à chuter aussi, hein. Pour rappel, on avait un taux à 10 ans qui était monté à 3,2. Là on est retombé, je crois, à 3 ou 2,80. Donc forcément, hein, si on a des rendements obligataires américains à 10 ans qui retombent, c'est aussi un soutien pour l'indice Nasdaq, qui était quand même, qui est très corrélé justement au rendement d'État américain. Donc là, un bon point, peut-être, si vous faites du trading sur les actions américaines ou même l'indice, eh bien, essayez de chercher des valeurs délaissées, survendues, sur des gros niveaux de support pour justement profiter d'un rebond à venir à court terme avant les résultats. Histoire de prendre 4, 5, peut-être même 10%. Mais là, on parle vraiment purement en mode trading, sélection de valeurs pour voilà, jouer ce rebond qui est en train de se mettre en place sur le Nasdaq alors que c'était l'indice qui était le moins performant, et cette semaine ça s'est avéré être l'indice le plus performant dans le rebond. Donc là on a un changement de psychologie de la part des opérateurs et un retour des valeurs de croissance à court terme. Bon, le temps que j'enregistre cette vidéo, le CAC 40 qui était dans le rouge est repassé dans le vert. Belle hausse, plus 0,7. Donc ça, c'est un bon point. Peut-être qu'il y a eu une news entre temps, parce qu'effectivement, ouais, on a empilé là 3-4 bougies vertes d'un coup. Graphiquement parlant, on est dans le range, toujours. Du moins, on a réintégré le range. Voilà, pour moi, ça reste baissier. Bien évidemment, je reverrai ma stratégie et je repasserai aussi de court terme si on break en clôture les 6150 points. Pour l'instant, c'est un range. Voilà, on s'est fait peur en début de semaine, on a joué à se faire peur, on a réintégré, ça tient. Petite hausse, mais toujours dans le range. Donc là, la stratégie pour moi est d'aller chercher la borne haute de ce range, dans l'optique de me dire que la deuxième semaine de juillet va être encore plutôt bonne, dans l'espoir qu'elle soit bonne, et venir combler ce gap. Voilà, faire un excès haussier, taper sur MM50, aller chercher les 6200 pour ensuite revendre. Donc là, plutôt un biais acheteur, range, fausse cassure, réintégration. Voilà, pour moi, on est bien orienté pour aller chercher la borne haute et venir combler ce gap. Donc un objectif toujours, tout dépendra après du rapport sur l'emploi américain, mais pour l'instant, je trouve qu'on est bien orienté, que les acheteurs reprennent doucement du poil de la bête et qu'on pourrait aller chercher finalement ce haut de range et venir en TP1 6140, TP2, MM50, comblement du gap vers 6200. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai maintenant sur le CAC 40. Donc, si les données sont bien appréciées par les opérateurs cet après-midi, l'objectif en début de semaine et à partir de la semaine prochaine, c'est de compléter cette rotation des prix vers la borne haute et de venir chercher les différents niveaux que je viens d'évoquer. Le DAX, c'est l'indice le plus faible en soi, mais pareil, il nous offre quand même un beau rebond actuellement. En données weekly, potentiellement un début de marteau à confirmer. Je suis moins fan de la configuration, ça reste quand même bien baissier, alors peut-être qu'on va avoir un gros range, c'est pas interdit. Je suis pas aussi certain qu'on ait une rotation aussi violente des prix vers la borne haute, mais en tout cas, la borne basse du range de long terme a tenu, comme un peu sur le CAC, hein, fausse cassure. Fausse cassure, réintégration. Bon, là, l'objectif, ce serait de venir combler les gaps qui sont restés ouverts. Donc pareil, on prend notre Fibo, on regarde un peu ce que ça donne. 38,2, effectivement, bon, j'ai un objectif un peu plus court, comblement de ce gap ici. Et là, il y a un gros niveau, hein, 13 340, 13 285. Pour moi, c'est une zone dans un premier temps qui va m'intéresser pour tenter une vente. Voilà, j'ai deux niveaux vendeurs
c'est ces deux niveaux-là. Voilà. Donc pour l'instant, pareil, plutôt haussier et je commencerai à chercher des ventes sur le niveau des 38,2, 13 340 ou 13 560. Voilà, c'est les deux niveaux, surtout celui-là qui va m'intéresser vraiment. Mais dans un premier temps, voilà, je verrai bien la hausse se poursuivre, venir combler ce gap et il faudra être en alerte, voilà, sur ce premier niveau et si ça casse, être vraiment en alerte sur ce deuxième niveau. Là, pour l'heure, peut-être une sortie par le haut de ce canal baissier. Bon, on a fait un excès baissier, on n'a rien intégré. Si ça casse, effectivement, je verrai bien, voilà, une poursuite de la hausse pour venir combler ce gap et commencer à chercher des ventes en swing uniquement sur ce niveau-là ou ce niveau-là. Le Dow Jones qui résiste plutôt bien finalement comparé à l'Europe toujours, qui a préservé ses niveaux de support, qui nous a fait une belle hausse hier. Pour moi on a un petit range assez sympa toujours qui se trade. Bah, là on a déjà eu la sortie de range horaire. Peut-être que certains l'ont vu. Pareil, je verrais bien le Dow Jones remonter un peu plus haut, vers les 31 700 et 32 000. En tout cas, c'est ma cible. Maintenant, si on se met sur le cash, voilà, donc là je vais supprimer ce canal qui n'est pas très pertinent, ou du moins le réajuster. Ouais, on va partir comme ça dans un premier temps, on verra bien derrière ce que ça va donner. C'est surtout les points de contact en bas qui m'intéressent. Et donc là, effectivement, sortie de range par le haut, il y a de la place pour aller chercher un peu plus haut. Peut-être que certains ont tenté des achats hier à la cassure de ce beau range par le haut. Je reste haussier pour l'instant, on n'a pas de signaux baissiers. Voilà, l'idéal c'est de venir taper notre oblique. Ici, prendre un premier TP sur l'oblique à même 50. Et si on casse, venir chercher la borne haute. Voilà, pour moi, il y a un premier niveau intéressant qui me plaît vers l'oblique. Et ensuite, ce serait la MM50. Et après, je serai un peu plus prudent. Donc ça reste quand même encore une hausse de quasiment 2%. Bon, c'est atteignable, hein, 2%, et sur excès, comblement du gap ici. Mais pour l'instant, voilà, je reste haussier, je trouve que la configuration est plutôt bonne, correcte. On n'a pas enfoncé de support, et on a une sortie de consolidation par le haut. Par conséquent, pour moi, les acheteurs sont encore présents à court terme. Bon, les futurs, pareil, hein, vous voyez, c'est assez propre. Le range ici qu'on avait, tac. Consolidation, sortie par le haut, pullback. Bon, je reste haussier finalement. Pour moi, c'est haussier. On est vraiment dans une reprise haussière. Essayer d'ajuster peut-être ce canal une nouvelle fois. Bon, bah, je vous ai donné les objectifs, hein, c'est d'aller chercher la borne haute. Ensuite la MM50. Voilà, donc là pour moi sur le futur c'est le TP à aller chercher. Ici. Voilà, TP. Gros TP à prendre ici. 31 700. 31 700, ce sera peut-être le haut de range. Et si on casse ce niveau, eh bien viser un excès haussier pour aller chercher le comblement du gap sur le cash. Donc plutôt vers 32 200. Donc voilà les objectifs que j'ai actuellement sur le Dow Jones, peut-être d'ici la fin de la semaine, ou peut-être pour la semaine prochaine, en fonction bien évidemment des données sur l'emploi cet après-midi. L'euro-dollar touche le fond. J'ai cette belle divergence qui me plaît. Effectivement, ce qui m'embête, c'est qu'on est sous résistance, donc on va reprendre un peu l'historique. Il y a deux choses qui me plaisent bien sur l'euro-dollar. La première, je parle pour un rebond, hein, c'est ultra baissier. Là, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun frein derrière maintenant qu'on a cassé ce niveau. Effectivement, il y a les 1,0660, vous voyez. C'est le petit niveau qui est ici. Là, tac, le marché rebondit ici, tac, 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 pullback, test de la résistance, premier test, on est cassé. Donc là, effectivement, j'ai un niveau
assez large, 1,0140, 1,0160 qui m'intéresse. On est en train de le reprendre. Derrière, j'ai un début de divergence. Donc si on clôture comme ça, on a potentiellement un début de divergence qui pourrait se former. Euh, Vous dire que l'euro va retracer les 50% de la dernière vague de baisse, c'est peut-être un peu culotté de ma part. Euh, j'ai vraiment du mal avec ce scénario, même si la div ici se valide. Viser 50% de retracement de la dernière vague de baisse, sachant qu'elle est difficile à prendre cette vague de baisse, elle peut très bien partir de là-haut, mais pour moi elle part d'ici. Ça donne les 50%, vous voyez, sur un niveau quand même clé. Ça me paraît ambitieux. Donc prudence, mais plutôt vous dire, on est peut-être en train de former un creux. Là, on voit dans les journaux euro parité sous la parité. Bon, plus on a un consensus baissier, plus j'ai envie d'être haussier à court terme sur cette paire. Voilà. Pour l'instant, euh, c'est pas confirmé. Voilà, on a des signaux qui se mettent en place, nécessitent une confirmation, mais voilà, en données hebdomadaires, je note quelque chose d'intéressant qui est en train de se former sur un niveau clé. En données weekly, daily, pardon, effectivement, ça aurait été de toute beauté qu'on ait cette divergence qui se forme sur le bas du canal. Ça reste le niveau que je surveille aussi en accélération baissière, venir taper notre bas de canal. Là, j'aimerais bien qu'on repasse au-dessus de cette fameuse zone que j'ai tracée des 1,0650, 1,0680, 1,01, pardon, 1,0160, 1,0180. La clôture va vraiment être importante. Et là, j'ai un peu du mal. On pourrait former un chantier de retournement. Après, effectivement, donner 4 heures, euh, c'est. On a peut-être justement le début de quelque chose. Comme je vous disais ici, on a notre divergence qui est en train de se confirmer. Tac. Là, ce qui me dérange, c'est de payer la divergence sous la résistance. Là, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, de toute façon, pas de trade à mettre en place avant le NFP. Attendez que le marché digère. Si on accélère à la baisse, vous laissez tomber ce plan. Si effectivement l'euro reprend un peu des couleurs, qu'on parvient à casser ce niveau, pourquoi pas jouer le rebond en direction des 1,0350 à partir de la semaine prochaine. En tout cas, ce serait le plan, de se dire qu'on a cette divergence, qu'on repasse au-dessus, et qu'on pourrait derrière mettre en place un petit plan de trading pour jouer en rebond après une chute de quasiment 500 pips en ligne droite. Donc voilà un plan à surveiller sur l'euro-dollar. Tout dépendra maintenant du NFP cet après-midi. L'euro-yen, je fais le suivi très rapidement. Pour celles et ceux qui ont gardé un reliquat, ça se présente plutôt bien. Il faudrait qu'on accélère. Je vous disais, bon, potentiellement un pullback à venir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Abaissez votre stop si vous le souhaitez. L'objectif majeur a été atteint, mais comme je vous le disais, voilà, on a quand même une belle cassure ici. Surveillez la cassure de ce support, mais si ça casse derrière, on peut vraiment accélérer. Pour l'instant, ça tient. Abaissez encore votre stop à la limite. Normalement, tout le monde a dû prendre des bénéfices, soit complètement, soit partiellement en gardant un reliquat sur ce niveau-là. Et maintenant, si on casse ce niveau, voilà, pour moi, il y a encore un swing move très intéressant à prendre pour aller chercher un peu plus bas. Donc, juste suivi, pour moi, on avait mis en place un plan de trading, l'objectif majeur a été fait, on a pris des bénéfices. Là, je fais le suivi pour celles et ceux qui ont gardé un petit reliquat dans l'espoir d'aller chercher un swing move plus important derrière. L'Eurocad. Prise de bénéfice sur l'Eurocad, pensez à vous payer quand même. Pareil, on avait mis en place un plan de trading à la cassure du bas de range. On a eu un magnifique pullback, belle accélération. L'objectif pour moi, c'est les 1,3055, 1,3020. Payez-vous. Voilà, payez-vous un peu. On a fait les 3/4 du chemin quasiment. Si on a même bien fait les 3/4 du chemin. Prenez des bénéfices et stop à break-even. Voilà, là, je vais juste mettre l'Ishimoku. Tac, on est sous notre Tenkan. Très bien, la Tenkan va continuer à accélérer à la baisse. Donc voilà, stop à break-even par ici. Hop, un peu plus bas. Ça dépend où vous êtes rentré, soit la cassure, soit sur le pullback. On prend des bénéfices et on laisse faire le marché. Voilà, pour l'instant, c'est ultra baissier. On accélère à la baisse. On peut se prendre quelques rebonds.
Là, l'essentiel, c'est de se dire, même s'il y a un rebond, la M50 va continuer à baisser. On est sur notre kit jaune 4 heures, c'est parfait. Et donc, l'idéal, c'est d'être capable de garder ce trade jusqu'au bout. Donc là, pour l'instant, mise à BE du stop, on prend quelques bénéfices, on se paye, c'est important. Et puis, advienne que pourra. Si le marché va ici, tant mieux. Si elle remonte, on est payé. S'il va bien plus bas que les 1,3055, on est dans le train, c'est parfait. C'est baissier en daily depuis plusieurs mois. Donc, on est au sein d'une tendance baissière. On profite de ce flux baissier pour aller chercher un maximum de performance. Voilà, accompagner ce mouvement le plus loin possible dans le but de générer un maximum de performance. L'USD Yen, le plan à surveiller pour moi la semaine prochaine, c'est ce triangle de consolidation. Pareil, hein, on a un trend ici ultra haussier, c'est vraiment le trade de l'année pour moi sur l'USD Yen avec ce magnifique trend haussier qui ne s'essouffle pas, on consolide, boum, ça casse, on consolide dans des figures, boum, ça casse. Et là, de nouveau, un triangle qui m'intéresse, triangle ascendant de consolidation au sein d'une tendance haussière, à surveiller. Maintenant, si ça se passe plutôt bien et qu'on casse par le haut, eh bien, un plan de trading à mettre en place pour la semaine prochaine. Voilà, là on a une paire qui reprend son souffle, ça consolide, si on casse par le haut, eh bien, viser une nouvelle jambe de hausse sur cette paire, donc un plan plutôt à surveiller pour la semaine prochaine. Le gold. Le gold, c'est l'hécatombe, c'est la chute libre. Pour l'instant, ça me plaît pas du tout où on se situe. Les 1750, c'était un niveau intéressant pour potentiellement avoir une réaction positive du marché, mais finalement, derrière, ça ne prend pas et on est sous résistance. Donc pas envie de payer sous résistance. On a quand même une nette accélération baissière et un sentiment de survente. Bon, je préférerais avoir voilà, un retour sur les 1725 ou la borne basse du canal, les 1684. Là actuellement, payer sous résistance, c'est inconcevable. Il faut attendre la cassure. Ou payer sur support. Donc là, en données 4 heures, pour l'instant, je note un range. Alors effectivement, les plus audacieux tenteront la cassure du range par le haut. Donc si on fait ce double creux qu'on casse, pour tenter d'aller chercher les 1780, pourquoi pas. Les autres se diront, bon, peut-être un début de formation, si on fait un creux ici, un nouveau creux sur ce support-là, on peut former une divergence, et donc tenter un premier achat sur support. Voilà, donc là si ça retombe, effectivement, on devrait avoir de nouveau une divergence ici, tac, et par conséquent, tenter un achat sur support, le stop coûte pas cher, pour derrière avoir une marge de manœuvre suffisante pour se mettre à break-even une fois qu'on sera sur les 1750. Donc voilà le plan, c'est soit de se dire on attend un retour sur support pour payer, soit une cassure de résistance pour revenir à l'achat, tranquillement. Sinon c'est les 1680, en se disant on est dans un range de long terme, et par conséquent si on est dans un range, la théorie veut qu'on fasse une rotation complète des prix vers la borne basse. Dans ce cas-là, retour vers les 1684. Voilà un peu le plan sur le marché, enfin sur le gold. Donc à surveiller, entre temps, si on met plusieurs semaines, on aurait la MM200 qui remonterait ici. Et là, effectivement, c'est un super niveau à mettre à profit derrière pour espérer une nouvelle rotation des prix. Par contre, si on casse ce niveau, eh bien, on entrera en territoire de marché baissier sur l'once d'or. Le Brent, belle réaction quand même hier sur la borne basse du range. Peut-être que certains ont identifié les signaux haussiers qu'on a pu avoir. Je me suis mis à l'écart pendant pas mal de temps sur le marché pétrolier. On a eu une belle baisse et je vous disais, voilà, si on est dans un range, il faut surveiller les niveaux clés. Malheureusement, pas d'émission hier, mais peut-être que certains d'entre vous commencent maintenant à maîtriser les concepts du range et du trading range.
avec les signaux à déceler sur la borne basse, et ici on avait quand même voilà, une divergence qui s'est formée avec un beau signal sur cette bougie. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont identifié, le signal d'entrée était ici, divergence haussière, là il fallait payer, vous pouvez déjà mettre le stop loss à break-even, on travaille la résistance des 105, derrière avalement haussier, vous voyez, gap, avalement haussier sur bas de range, donc là j'ai du mal à être baissier très clairement. Trop tôt pour crier victoire, faut qu'on break la résistance. Là on a une petite résistance à 105, si elle est cassée, il y a vraiment du potentiel pour retourner sur les 111, 115, puis 123. Donc libre à vous, en tout cas le stop loss, il fallait le placer sous les plus bas, vous pouvez déjà vous mettre à break-even. Celles et ceux qui ont vu cette divergence sur bas de range, là on a un très bel avalement après une belle chute. Maintenant, il faut transformer l'essai, casser la résistance. Si c'est le cas, vous remontez le stop et vous accompagnez le marché le plus loin possible dans ce rebond à venir. Voilà, aussi simple que ça. Le light, c'est la même chose, mais le range est bien plus propre sur le Brent. Vous voyez, là on est vraiment allé en bas. Là on est à l'avalement, effectivement, mais on n'est pas complètement sur le bas du range. Je préfère vraiment la configuration du marché du Brent. Après, la stratégie est la même, hein. Il y avait la divergence aussi. La divergence, c'est en clôture, hein. On ne prend pas les mèches. Si vous avez un doute, vous prenez votre Chikou, puisque Chikou, c'est les cours de clôture. Et vous voyez que ici, pareil, on a la divergence qui s'est formée. Donc, pareil, divergence, signal donné sur l'avalement 4 heures. Boum, c'est reparti. Bon, bah, si vous êtes en place, tant mieux. Vous pouvez déjà mettre votre stop loss à break-even, ne prendre aucun risque. Et puis attendre patiemment, voir si le marché va transformer l'essai, confirmer l'avalement haussier daily et accélérer un peu à la hausse de nouveau, et puis finalement se stabiliser dans un range de long terme. Voilà, donc là ce serait le plan. Focus plus sur le Brent car on a vraiment une propreté du graphique qui est vraiment très pertinente, je trouve. Par conséquent, la stratégie pour moi est un peu mieux, je trouve, sur le Brent. Mais en soi, voilà, la dynamique qu'on a eue à court terme est exactement la même. Divergence haussière, avalement haussier, là on bute sous résistance. Sur le Brent, la résistance, voilà, elle est juste au-dessus de notre tête. Bon, si on break les 105,33, voilà, il y a de la place pour aller chercher plus haut derrière. Les cryptos, eh bien on tente de prendre un peu du poil de la bête. Va-t-on casser enfin une résistance? C'est la grande question. En données weekly, bon, ça reste un peu fébrile, mais on a peut-être un début d'avalement. Voilà. Ce qui me dérange, c'est que si on forme l'avalement ici tel quel, il n'est pas valide. Dans le sens où on n'a pas cassé de résistance, on est sous MM200. Là, si on fait un bel avalement, on casse la première résistance et la MM200, bon, j'estime que on aura un début de force, un début de retour acheteur. Là, si on fait ce misérable avalement sous résistance, c'est juste un simple rebond au sein d'une tendance ultra baissière. Ça manquera de peps, de carburant, de conviction. Pour l'instant, ça manque de conviction. Il faut qu'on brise une première résistance. Donc là, il n'y a pas de divergence, bien sûr, mais on est sur la borne haute de notre range. C'est une résistance intermédiaire. La vraie résistance, ça reste quand même les 24 000. Bon, là, vous voyez, la MM, notre kit jaune qui est pile poil dessus, ça bute. Là, elle pourrait redescendre et se mettre à plat dans les prochains jours. Donc là, l'objectif, c'est de casser cette kit jaune pour aller chercher 24 000. Pour l'instant, on est toujours dans un range. On tente d'en sortir par le haut. Celles et ceux qui se sont battus à payer à chaque fois ici, eh bien bravo, ça finit par payer. Prenez des bénéfices, hein. Si vous êtes battu à chaque fois ici sur le haut de range, ne prenez pas trop de risques maintenant qu'on arrive ici. Maintenant, ce qu'il faut guetter, c'est voilà, la cassure par le haut en fin de clôture aujourd'hui. Si c'est le cas, bon, bah, objectif 24 000. Et
ensuite pour espérer peut-être aller un peu plus haut, se dire est-ce que l'avalement haussier hebdomadaire va être confirmé dimanche soir à la clôture. Voilà, si on clôture ici au-dessus de ce niveau, que ça part, et que d'ici dimanche, boum, ça retombe, bon, eh bien laissez tomber, les vendeurs seront encore présents et garderont la main. Si on casse, qu'on accélère, on casse la MM200 weekly, qu'on transforme l'avalement haussier, bon, bah, peut-être que la semaine prochaine, il y aura du potentiel pour aller chercher encore un peu plus haut, peut-être à 25 000. Voilà un peu comment je vois les choses maintenant sur les cryptos. Donc à surveiller la cassure de range ce soir et la clôture hebdomadaire dimanche pour confirmer le retour du flux acheteur. L'Ethereum, bah là on a un double creux qui va se former potentiellement, on a un gros niveau, haut de range MM200, bon si ça casse, objectif 1412, et plus si affinité. Là, notre Kijun, boom, se rabaisse ici, donc on passe, on tente le passage en force. Voilà, on a un passage en force, on est toujours dans le range. Maintenant, il faut clôturer au-dessus, et là, enfin, on aura cassé une première résistance après avril, mai, juin, juillet, après 3 mois de baisse. En 3 mois de baisse, on n'a jamais réussi à casser une seule résistance. Donc là, première résistance qu'on pourrait casser après 3 mois de baisse à 1240. Si c'est le cas, objectif ici. Voilà, cette zone-là, MM50, 1412. Pas plus, pas moins. On verra derrière si on a la force d'aller chercher un peu plus haut. Mais concrètement, la stratégie est la même que sur le Bitcoin. Voilà, grosse purge. Grosse purge actuellement et on tente de rebondir sur un niveau psychologique, les 1000 $, et peut-être un début d'avalement. Voilà, vous voyez, on est en train de casser la MM200, c'est bien. Si on peut transformer et aller chercher un peu plus haut dimanche et avaler cette bougie-là et cette bougie-là, franchement, ce serait un bon point et je serais positif derrière pour aller chercher un peu plus haut. En tout cas, revenir tester notre Tenkan vers les 1730. Et donc, la borne haute de notre canal. Donc là, vraiment à surveiller cette clôture daily et hebdomadaire qui, pour moi, va être primordial pour relancer l'élan acheteur qui nous manquait depuis maintenant des semaines et la conviction acheteuse derrière pour finalement reprendre un peu de hauteur. Je ne parle pas de reprise haussière, pour l'instant c'est trop tôt pour dire c'est le point bas, ça va repartir. Mais après quasiment 11 semaines de baisse consécutive, oui j'estime quand même qu'on ne va pas chuter en ligne droite, qu'un rebond est enfin envisageable. Reste à savoir maintenant si ce sera un rebond technique de court terme ou un début de reprise haussière. En tout cas 1730, vous voyez, ici, c'est une très belle zone à aller chercher pour jouer ce rebond sur l'ensemble des cryptos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.